Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes d'Enigma, votre émission sur le réalisme fantastique. Je suis bien sûr le Baron Fou, et aujourd'hui, comme d'habitude, j'accompagnerai notre énigmatique et mystérieux Monsieur K dans cette petite réflexion sur le pouvoir et les sociétés secrètes, voire discrètes. Bonjour à vous, Monsieur K. Bonsoir. Comment ça va ? Bien, merci. Pareil pour notre sujet polémique. Parfait. Parfait. Eh ben, nous allons commencer sur la définition. Pourquoi ce titre ? Le pouvoir, Monsieur K, le pouvoir. Écoutez, on a choisi de s'arrêter pour cette édition d'Enigma sur secret et pouvoir, parce que il y a une constante dans l'histoire humaine depuis que, disons, on en a des chroniques en tout cas, d'un lien très fort entre le pouvoir et le secret. D'abord, il y a toutes sortes de secrets qui sont attachés au pouvoir. Le secret des chancelleries, tout d'abord. Pour mener à bien une politique de puissance, il faut tenir caché au regard des nations concurrentes ou ennemies tout un tas de considérations qui relèvent de la défense, de la tactique, de la stratégie, de l'influence, et qui nécessitent donc de pouvoir conserver cela loin des yeux des curieux et en particulier des concurrents. Donc vous définissez le mot de pouvoir par finalement la souveraineté, la capacité de fixer les règles bien sûr, et peut-être aussi plus précisément l'influence sociale d'un individu ou d'un groupe d'individus sur la société. Alors ça c'est le deuxième aspect qui a trait au pouvoir, c'est le premier, c'est la considération de l'ami et d'ennemi, selon les définitions de Carl Schmitt. On doit garder secret des choses à l'égard de ses ennemis. On doit également garder secret des thématiques, des stratégies, des modes de financement, etc. à l'égard des concurrents. Lors des campagnes électorales, on voit bien qu'il y a des équipes resserrées. C'est aussi parce que ça nécessite. Il y a des nécessités du pouvoir, de l'accession au pouvoir qui nécessite de conserver une certaine discrétion sur les opérations de communication, sur les thématiques qui seront retenues, etc. Mais il y a également des discrétions sur les capacités de financement. Exactement. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un deuxième aspect que vous soulevez, qui est la nécessité aussi de pouvoir influer sur le corps social, et cela nécessite, parce qu'aucune aventure de pouvoir, aucune aventure politique ne peut être une aventure solitaire, d'avoir des relais, d'avoir des réseaux qui vous permettent d'influer sur les mentalités, de trouver des appuis, de trouver là encore des financements, et qui elles aussi donc nécessitent là encore le secret. Ça c'est la deuxième considération du pouvoir selon Carl Schmitt, la deuxième condition du pouvoir, du politique plus exactement, c'est la hiérarchie, le besoin, le commandement et l'obéissance. Pour accéder à des postes de commandement, il faut mettre en place des stratégies de prise de pouvoir qui nécessitent là aussi une certaine discrétion. Mais le secret qui nous occupe ici, en dehors de ces secrets très très communs, très banals, qui sont le lot commun des politiques les plus vulgaires, si vous voulez, il y a d'autres secrets qui garantissent l'accession et le maintien au pouvoir, et c'est de cela dont on va parler. Ce sont des secrets d'un troisième type, si l'on veut, des secrets qui ont trait plutôt à, disons, un pouvoir de nature plus spirituelle, un pouvoir de nature plus occulte, et qui n'ont pas uniquement trait à des choses d'ordre strictement politique, que peuvent être l'argent ou les réseaux, je dirais, de pouvoir, là pour le coup, tout à fait profane et séculier. Ces secrets-là sont aussi vieux que l'humanité elle-même. On trouve des traces de ces pratiques jusque dans les sociétés primitives, par exemple, puisque on trouve, par exemple, chez les Duk-Duk, qui sont une tribu mélanésienne, une pratique liée à une célébration annuelle de la descente du dieu Duk-Duk parmi les humains, si vous voulez, qui est une mise en scène de deux personnes, de deux anciens de la tribu, qui revêtissent des masques, qui portent des casoars, des plumes de casoars, qui sont assez effrayants, des masques de bois, et qui ont pour but en fait d'accaparer
un pouvoir symbolique sur l'ensemble des jeunes de la tribu qui ignorent le caractère théâtral de la mise en scène et qui, d'une certaine manière, croient à l'aspect surnaturel de cette apparition. Et par ce biais, ils se garantissent en fait le contrôle des plus jeunes, la mainmise sur la tribu et l'accaparement des biens produits en quantité, je dis enfin en surnombre, en surquantité, c'est-à-dire que en plus-value si on veut en un sens. C'est-à-dire que ils utilisent des moyens rituels et la constitution d'une société secrète qui a trait au culte du Duk-Duk pour s'accaparer les richesses surnuméraires de la tribu. D'accord, donc c'est un moyen de domination, disons spirituelle, et qui s'accompagne du pouvoir de l'illusion. Tout à fait. Là, on va y revenir là-dessus. Ce qui est très important aussi, c'est souvent ce pouvoir d'illusionniste, de mentaliste, quoi, si on va aller par là. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit là, dans des tribus primitives, une pratique tout à fait documentée d'une société secrète qui a pour but, en fait, d'asseoir le pouvoir des plus anciens sur les plus jeunes par la terreur et la menace de mort en particulier. Et peut-être par l'ignorance aussi. Et évidemment, le secret ici consiste en deux choses. D'abord, dans le caractère initiatique de cette société du Duk-Duk, qui ne reçoit que certaines catégories d'âge en son sein. Et le deuxième, donc il y a un caractère, je dirais, ésotérique à la structuration de cette société secrète. Donc une structuration ésotérique, initiatique de la structure de pouvoir. Et le deuxième secret, c'est évidemment de maintenir caché, ou maintenir dans l'ignorance des plus jeunes le caractère totalement fictif en fait de la venue du Dieu, ce qui permet là de faire deux catégories, disons les initiés et les profanes. Et ces deux catégories, on va les retrouver tout au long de cet examen, des liens très profonds et très anciens qui unissent pouvoir et secret. Le deuxième exemple qui retient mon attention, c'est bien évidemment la source de toute connaissance occulte qu'a été la Babylone ancienne. On parle de moyens de domination, de groupes bien distincts, voire même de sociétés secrètes. Tout cela dans une société pré-civilisationnelle. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les sociétés secrètes ne sont pas liées au début de la civilisation, elles précèdent la civilisation. Tout à fait. Là, on a affaire, ou alors, sinon, elles la suivent, puisqu'il y a la thèse à laquelle moi j'accorde le plus grand crédit, selon laquelle, en fait, les tribus qu'on dit primitives sont plutôt des débris de civilisations plus anciennes et non pas l'état originel de l'humanité. Oui, avec la nostalgie de l'âge d'or, on est effectivement dans la lecture évidemment de Mircea Eliade et de Julius, de Julius Evola. Oui, non, mais principalement de Mircea Eliade, puisque il y a des travaux universitaires extrêmement sérieux et reconnus universellement sur les aspects, je dirais justement secondaires et même très dégénérés des civilisations, dégénérées au sens scientifique. Faut pas avoir là de jugement moral. Des civilisations dites primitives sont des débris de civilisations plus anciennes. Donc dans cette grille d'analyse là, ces sociétés pré-civilisationnelles et secrètes, ces sociétés secrètes pré-civilisationnelles auraient été les porteurs d'un savoir plus ancien, enfin le savoir d'un éventuel âge d'or, quoi. C'est une thèse en effet. C'est une thèse. Et donc, ce qui nous amène au balbutiement, au début de la civilisation, de l'histoire, avec, comme tu le disais, la Babylone et l'Égypte antique. Oui, tout à fait. Alors, la première chose, c'est qu'on constate des parallélismes très profonds entre la civilisation mésopotamienne et la civilisation égyptienne. Il y a fort à parier que la civilisation est née quelque part sur les bords du l'Indus, qu'elle s'est ensuite répandue au Moyen-Orient, et que de là, elle a atteint l'Égypte, l'Égypte des premières dynasties, et qui ont repris une architecture typiquement mésopotamienne, avec principalement les pyramides, donc, les premières étant des pyramides de briques. Et ensuite, en Égypte, on trouvera les pyramides de pierre, puisqu'on y trouve une pierre abondante et facile à tailler, et que l'on retrouve donc dès la première et la troisième, entre la première et la troisième dynastie.
Tu parles de pyramide, Monsieur K, mais est-ce que tu y vois un symbole de l'organisation sociale hiérarchisée? Oui, en fait, on voit que même si le matériau employé en Mésopotamie, à Mohenjo-Daro, donc en Inde, ou en Égypte varie, la structure, sinon pyramidale en tout cas, les constructions en hauteur visent à établir dans l'espace urbain une hiérarchie sociale qui a à son sommet les prêtres, qui a à son sommet un clergé magicien, si l'on veut, qui pratique une sorte de théurgie, des invocations divines, et qui pratique toutes sortes d'arts occultes, de la divination, qu'on retrouvera également dans la Chine ancienne. En Chine, ce sera par exemple sur les écailles de tortue, qui pratique également les sacrifices, et qui dispose de connaissances qui sont fermées aux profanes, comme à commencer par l'écriture. L'écriture est tout d'abord une pratique en Chine, comme en Mésopotamie, comme elle le sera également en Égypte, est une pratique réservée à la caste des prêtres et des scribes, et qui exclut par là même toute la population, disons, des profanes, des connaissances qui sont à la fois enregistrées par l'écriture, ce qui permet évidemment de démultiplier les capacités de la vie intellectuelle, puisque on travaille sur des documents d'abord qui peuvent être plus anciens, qui se transmettent, et qui donc permettent l'accumulation d'une mémoire opérationnelle pour ces castes dominantes. Donc le pouvoir, c'est la connaissance. Le pouvoir, exactement. Le pouvoir, c'est la connaissance. La connaissance et pouvoir sont synonymes dans ces temps antédiluviens, si l'on veut, et c'est là une des clés qui est très importante pour comprendre la naissance des hiérarchies sociales. C'est que la hiérarchie sociale s'établit d'abord par la maîtrise de connaissances techniques qui permettent la survie, comme par exemple les techniques de l'agriculture. L'agriculture, donc c'est le néolithique, c'est plus ancien, mais elles ont été perfectionnées et compilées, et cela permet l'accumulation de grains d'une année sur l'autre, à la fois pour ressemer, mais aussi pour spéculer d'une certaine manière. Et c'est le début. Mon Dieu, il était déjà là. La constitution d'une classe dominante, à la fois par sa connaissance, qui lui permet aussi de disposer de moyens matériels qui établissent et pérennisent sa domination, ce qui permet également l'acquisition de tous les symboles de la richesse, symbolique d'abord évidemment, et de la richesse matérielle qui manifeste aux yeux de tous la hiérarchie sociale qui consiste justement dans la distinction à la fois par la richesse de la parure qui fera la joie des archéologues, mais aussi le lustre et le luxe dans lequel ces classes dominantes peuvent mener leur existence, en appuyant tout cela sur des connaissances, je dirais, académiques ou pratiques des arts que sont encore une fois l'agriculture, la médecine, l'astrologie qui permet la mesure du temps, la prévision des saisons, et toute chose qui gouverner c'est prévoir, dit-on. Exact. Pouvoir prévoir les saisons, c'est prévoir le climat, c'est donc également pouvoir prévoir en vue de consolider, approfondir et étendre son pouvoir. Mais toute cette connaissance, donc tout ce pouvoir, comment s'acquiert-il? Est-ce qu'il y a une certaine forme de gnose, une initiation dans la Babylone, dans l'Égypte antique? Oui, bien sûr. Il y a des rites à mystère, d'une certaine manière, même si l'appellation est un petit peu anachronique. Il y a une religion qui est fondée sur qui est une religion cosmologique, une religion des saisons, une adoration du culte du soleil, des astres et de tout ce qui fait le rythme du monde sublunaire et du monde astral. Et cette connaissance des saisons, cette connaissance du temps, cette maîtrise du temps et des saisons, et donc partant aussi du climat, donc de l'agriculture, de la pousse des végétaux, de la croissance des animaux, tout ça garantit aux classes, enfin aux catégories, aux castes composant, disons entre autres
Voilà, les sociétés sacerdotales et également les classes nobiliaires qui leur sont liées, elles garantissent la mainmise sur des populations qui, elles, sont sinon réduites en esclavage, en tout cas réduites à des tâches tout à fait subalternes. Et c'est cela qui constitue le lien profond qui existe entre pouvoir et secret, et connaissance secrète, gnose en grec veut dire connaissance, la connaissance secrète, la connaissance réservée à quelques-uns. Cette gnose qui peut être à la fois celle des sciences, je dirais, naturelles, de la maîtrise du temps, du climat, de la connaissance des espèces, de leur particularités, mais aussi les connaissances occultes qui permettent de gouverner aussi par la terreur sacrale, la terreur du sacré, qui permet de maudire, qui permet d'excommunier, sinon de jeter des sorts, en tout cas de maintenir une aura de sacré autour de ce pouvoir et autour de ces castes sacerdotales qui inspirent la terreur et qui par là même inspirent l'obéissance. Oui. Mais d'ailleurs, on parlait de l'Égypte. Le pharaon, c'est me semble le fils de Ra, donc il y a une espèce de divinisation des castes supérieures qui sont en rapport direct avec finalement les dieux. Tout à fait. À la fois les prêtres, mais surtout les rois dieux, les rois prêtres que sont les pharaons, s'attribuent des filiations divines qui garantissent leur inviolabilité, la légitimité, le caractère charismatique et incontestable de leur pouvoir par le caractère divin. Et on ne conteste pas les dieux, n'est-ce pas? Et ces deux structures, à la fois babylonienne et égyptienne, s'assoiront également sur ces connaissances, la connaissance des chiffres pour commencer, la connaissance du dénombrement des choses, vont édifier les prémices de ce qui deviendra par la suite l'État moderne. Ils vont mettre en place des administrations, ils vont former des polices, et ils vont édicter des lois. Les lois, il faut bien que quelqu'un les fasse appliquer. Les lois s'appliquent à tous, mais il faut bien un corps. D'abord, il faut bien que quelqu'un les édicte, d'abord. Et là, il y a encore une fois, la loi est souvent directement inspirée de la religion. Elle est religion. La religion est la source du droit, et elle donne donc une autorité absolue aux juges qui font appliquer ces lois et qui donc dépendent de l'autorité du souverain lui-même, qui est lui-même fait de la chair même des dieux. Elles lui garantissent un pouvoir absolu, incontestable, légitime et de nature divine, de source divine. Oui. Souveraineté, c'est égal fixation des règles, fixation des lois, de l'ordonnancement du monde. Voilà, et à la manière des dieux, à la manière d'Horus, le pharaon sera appelé maître du ciel et des vastes espaces. Il y a là une véritable, un pouvoir total, cosmique, qui est conféré au pharaon. Et c'est très significatif de la manière dont le pouvoir s'adosse à des religions qui résident principalement dans la connaissance des secrets de ce monde. Encore une fois, ces sciences naturelles qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent, qui sont compilées dans leur grimoire, sont des connaissances strictement naturelles. Elles ont un caractère cosmologique, certes. Elles touchent aux lois du monde, aux lois profondes de la vie, de la reproduction, mais la vie même était l'objet du culte dans ces mondes anciens. C'était le soleil, la vie et la mort, puis le fleuve. La mort, la vie était le tout. Il n'y avait pas véritablement de métaphysique en fait dans ces religions. Ces religions n'ont rien de métaphysique, elles étaient simplement une divinisation de l'univers qui nous entoure. Et ce qui inspirait le plus de questionnement, de mystère, c'était la question de la génération elle-même, la vie elle-même. On se souvient de la croix égyptienne, la croix de vie, c'était ça l'objet de cette religion. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Il n'y avait pas Internet. Oui. Je voulais juste revenir pour finir sur ce premier chapitre. Est-ce qu'on peut y voir la source des premières sociétés secrètes? Alors vous me demandiez est-ce qu'on c'est là qu'on trouve l'origine des sociétés secrètes? Oui, bien sûr, les scribes, les devins de la Babylone ancienne étaient en fait les embryons des premières sociétés secrètes, puisqu'ils disposaient d'un savoir ésotérique
qu'ils étaient capables d'enseigner, de déchiffrer. C'est de la cryptographie, l'écriture. C'est crypté, déjà. Écrire, c'est crypté. Hein, ils pouvaient déchiffrer les textes traditionnels. Ils connaissaient les arcanes de l'histoire humaine puisqu'ils avaient des chroniques de leurs prédécesseurs. Et c'est là qu'ils acquéraient le pouvoir. C'est par la capacité de se transmettre par l'écriture, l'expérience des temps passés, qui connaît le passé, qui contrôle le passé, contrôle l'avenir, dit Orwell. Et c'est vrai depuis la nuit des temps. Et on voit bien qu'il y a là, à la fois aussi leur préoccupation des questions relevant de la nature des dieux, de leurs désirs, des chronologies, enfin des chroniques divines. Tout cela leur donnait évidemment un avantage considérable sur les profanes. Hein, ces savoirs étaient inaccessibles aux profanes. La connaissance du temps et donc aussi en un sens de l'éternité leur permettait de disposer du gouvernement des êtres, puisqu'ils connaissaient des êtres terrestres, puisqu'ils connaissaient la vie des êtres divins. Hein, en plus de la possession du secret de l'écriture, ils avaient aussi un pouvoir économique absolument considérable, puisqu'ils étaient les seuls à connaître les moyens de compter tout ce qui se commerce, hein, les animaux, les denrées, les ouvriers, et de mesurer aussi. Ça, c'est très important, on trouve ça dans l'écriture, on trouve ça aussi dans les lois de Nabucodonosor. La mesure des terres, par exemple, c'est un pouvoir considérable. Le pouvoir arbitral, en fait, dont disposaient les gens qui disposaient de ces connaissances tout à fait encore naturelles, encore une fois, leur donnait un véritable pouvoir arbitral, et donc, par ce pouvoir arbitral, ils se hissaient au-dessus de la masse des profanes. Et est-ce qu'on peut dire que ces premières sociétés secrètes, finalement, moi je suis bassement rationaliste, est-ce qu'on peut dire que ces sociétés secrètes étaient là pour perpétuer le pouvoir dans une caste donnée, dire faire perdurer une caste ou une oligarchie donnée? Mais c'est tout à fait ça. Par exemple, la langue de Sumer a été enseignée donc depuis la nuit des temps, d'une certaine manière, jusqu'au 4e siècle avant Jésus-Christ, du temps des Achéménides. Hein, ce qui est l'indice que, donc on a enseigné pendant 3 millénaires cette langue, évidemment dans le but de conserver de manière la plus fidèle possible les dépôts des connaissances qui avaient été léguées par les temps anciens. D'accord, un peu comme le latin pour lire les traductions des auteurs romains, par exemple. Voilà. Oui, pour le lire dans la langue, quoi, en fait. Exactement. Et d'où venaient ces connaissances? Les chroniques sumériennes racontent que c'est un être non humain, un initiateur de peuple, un éveilleur de peuple, qui serait venu, qui aurait été donc un être avec un corps de poisson avec une tête d'homme, qui est le dieu, ça y est, son nom m'échappe, qui est une sorte de créature très Lovecraftienne d'ailleurs, hein, qu'on retrouve plus ou moins en l'état dans la mythologie de Lovecraft. Ce dieu, cette sorte de dieu, leur a appris toutes les connaissances pratiques, c'est-à-dire la cuisson de la nourriture, l'agriculture, le conte, la connaissance des astres, etc. Voilà, c'est le dieu Oannes. Et également aussi l'homme qui leur a appris l'écriture. Qui leur a appris la connaissance vient des dieux. Qui leur a appris la métallurgie, on y reviendra tout à l'heure, et qui leur a appris aussi la fondation des villes et la construction des temples. Donc oui, le secret de l'acier, le secret de l'acier cher à Conan le barbare. Mais donc le savoir vient des dieux, le savoir n'est pas humain, c'est ça, en fait? En fait, cette vêture de poisson est plutôt l'indice que le dieu que ce dieu Oannes, en fait, était une réminiscence des castes sacerdotales babyloniennes du dieu Enki, du dieu sumérien Enki, qui ensuite s'appellera Ea à Babylone. Et le dieu Enki, comme Oannes, et d'une certaine manière aussi peut-être qu'on retrouve peut-être sous la figure de Johannes, Jean, hein, est celui qui gouverne le monde de la parole, hein, le verbe, donc on retrouve dans l'écriture. Et cet Oannes est appelé maître des incantations, conjurateur des dieux, celui qui sait tout, ce qui a un nom, on l'appelle l'expert aussi. Et ce civilisateur
et également le protecteur des architectes, des artisans, des potiers, des métallurgistes, des orfèvres. On voit bien là que on retrouve un petit peu cette idée que toutes les sciences convergent, et on retrouvera cette figure du dieu de la connaissance, du dieu du savoir, et qui est un savoir caché, réservé à ceux qui savent lire déjà, mais qui est plus profondément encore le dieu réservé aux initiés. On retrouvera ce dieu sous la figure d'Hermès Trismégistre, qui est le dieu d'une certaine manière de l'alchimie, et Hermès, voilà, le dieu des marchands, le dieu des voyageurs, le dieu des voleurs, le dieu des sachants, quoi. Et cet Hermès-là donnera le mot hermétique, hein, ce qui est connaissance hermétique, oui. C'est ce qui est à la fois étanche, mais c'est aussi ce qui est caché. Est-ce que ça rejoint la gnose et justement les sociétés secrètes, les paliers d'initiation? Parce dans les sociétés secrètes, si on veut rentrer un petit peu dans le détail, on ne vous révèle pas tout dès le départ. Il y a des paliers d'initiation. Graduellement, on apprend la connaissance. Tout à fait. D'ailleurs, ça fait référence à la forme pyramidale, quoi. C'est ça, quoi. C'est gravir des échelons. Tout à fait. On retrouve en fait le schéma qu'on pourrait appeler un schéma gnostique, hein, le schéma de la gnose, c'est-à-dire le salut par la connaissance. Et ce salut par la connaissance procède encore une fois là par initiation, par illumination successive, qui sont déversées pas dans le cadre de l'initiation dans les sociétés secrètes. Et c'est ainsi qu'on retrouve en fait le schéma tout à fait typique de différentes d'organisations qui ont porté des noms différents, mais qui d'une certaine manière recouvrent les mêmes réalités, qu'on a appelées en un temps dans l'Antiquité les cultes à mystère, hein, je pense au culte d'Éleusis par exemple. Éleusis, tout à fait, oui. Mitra également. Mitra, le culte d'Isis, les cultes égyptiens qui avaient cours dans la Rome antique. Tous les cultes orientaux étaient des cultes à mystère, des cultes initiatiques. Et ils prendront ensuite le nom, dans les premiers siècles du christianisme, d'artificier, hein. Puis ensuite le nom de gnose. Artificier, on y rejoint encore une fois la notion d'illusion. Oui, tout à fait. Artificier, là c'est parce qu'en fait ils pratiquaient de la magie. Hein, ils pratiquaient des différentes sortes de magie, et en particulier la théurgie. On se souviendra aussi des néoplatoniciens qui pratiquaient la théurgie. Il y a également donc les gnostiques, le gnosticisme, qui procède selon les mêmes schémas initiatiques, de la gnose jusqu'au Da Vinci Code, hein, qui est plein de ces contenus-là. Et puis on retrouvera ce genre de schéma aussi dans des sociétés plus réduites, mais pas moins gnostiques, comme la Rose-Croix, la maçonnerie même. Mais est-ce que tu vois une filiation dans ces cultes, ou est-ce que tu vois une perpétuation d'une méthode plutôt qu'une filiation? Ah non, s'il n'y a pas de filiation organisationnelle, organique, s'il n'y a pas de filiation organique entre elles, il est certain qu'on assiste tout à fait au même schéma fonctionnel, et les maçons eux-mêmes établissent les généalogies les plus fantaisistes, certes, mais quelqu'un comme Albert Pike, qui est quand même le grand maître, le 33e degré, grand maître, qui était quel était son titre exact? Enfin, il était en gros le patron de la maçonnerie de Charleston, qui était d'une certaine manière, et qui a été d'une certaine manière le leader de la maçonnerie mondiale, à qui dont on fait lire le livre Morals and Dogma à tous les 33e, dès le 29e degré, je crois, on fait lire le Morals and Dogma aux maçons, et il est demandé à tous les francs-maçons qui accèdent au 29e degré de lire Albert Pike, et qui explique très nettement que la maçonnerie n'est pas une société philanthropique, mais quelle est la véritable résurrection, continuation, perpétuation des cultes anciens, des cultes à mystère du monde ancien, et quelle est la vraie religion luciférienne, dit Albert Pike, mais plus exactement la vraie religion gnostique, initiatique, voilà. La maçonnerie, je voudrais dire que ces comme cultes, disait l'Église catholique, l'égout collecteur de toutes les gnoses, hein, puisqu'elle procède selon un schéma très gnostique, puisqu'elle n'a pas par exemple, elle ne fait pas de distinction entre les religions selon les critères du vrai et du faux. Toutes les religions sont admises en maçonnerie. Oui. Et donc ce que tu veux essayer de nous faire comprendre, c'est que implicitement, il y a une idéologie d'une tradition originelle qui se dévoilerait sous les divers coloris
des religions actuelles, mais que si on remonte le courant des révélations, des sagesses humaines, etc., on arrive à une sorte de lieu spirituel qui serait par-delà les différents rayons colorés des traditions pour accéder à la parfaite lumière, blanche celle-là, non réfractée, non colorée, de la tradition primordiale, la tradition originelle, dont la maçonnerie serait la gardienne, d'une certaine manière. Mais il y a des gens qui professent ce genre d'ineptie, oui. Oui, mais derrière tout cela, donc tu veux nous faire comprendre qu'il y a une idéologie. C'est une religion. C'est une religion qui en fait est fondée sur deux choses. Sur l'accession progressive à des vérités profondes, ces vérités cosmologiques dont je parlais tout à l'heure, ces vérités profondes qui permettent quand même d'accéder à des pouvoirs parfois même d'une certaine manière un peu surnaturels. C'est-à-dire qu'elle permet d'ouvrir d'une certaine manière, là encore, des perceptions d'un genre nouveau qui donne, et ces connaissances, enfin ces perceptions, ces connaissances auxquelles elle donne accès, permettent d'asseoir un pouvoir sur les néophytes, sur les profanes. Est-ce qu'on parle de mentalisme, par exemple, de nouvelles perceptions, d'analyse C'est plutôt une manière de voir le monde. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est ce qu'on pourrait appeler ouvrir le troisième œil. C'est accéder à cet œil qui voit les symboles qui ont été posés, qui sont les symboles à la fois de la création, mais plus profondément encore, les symboles de pouvoir qui ont été posés par les sociétés secrètes elles-mêmes dans les paysages, dans les villes, dans le plan des villes, dans les logos des grandes entreprises, dans les livres, qui permettent d'accéder à une lecture qui permet d'animer les lettres. C'est ce qu'on appelle la science des lettres, qui permet d'animer les lettres et d'accéder à un savoir plus profond, et qui d'une certaine manière aussi vous permet de vous retrouver avec les autres qui ont accès à ces connaissances. Les gens qui accèdent à ces choses se reconnaissent immédiatement. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Lorsqu'on accède à certains types de connaissances et qu'on est amené à les partager, même devant des profanes, seuls les initiés se reconnaissent d'une certaine manière par mots-clés, si vous voulez. Les mots-clés permettent aux initiés de se reconnaître et de pouvoir dire en pleine lumière des choses cryptées, des choses embrumées, enténébrées, si vous voulez. C'est-à-dire parler un langage qui est propre. C'est un langage à double niveau, ce qu'on appelle aussi la langue des oiseaux en un sens. C'est-à-dire, vous dites une chose et seul l'initié, et tout le monde la comprend en un sens, et seul l'initié la comprend dans le deuxième, comprend la deuxième polysémie de votre propos. Ça établit évidemment des discriminations très profondes entre initiés et profanes, qui là encore permettent d'établir des connivences, des complicités, entre gens qui sont au pouvoir et qui permettent d'établir de nouveaux contacts entre eux lorsqu'ils ne se connaissent pas. Donc c'est des moyens d'établir et de faire fonctionner des réseaux, quoi, finalement. Tout à fait. Qui est un autre moyen d'exercer le pouvoir, c'est le réseau. On peut aussi envoyer des signaux faibles à des réseaux de pouvoir, parce que le pouvoir aujourd'hui est très morcelé, mais pour envoyer un signal positif à un réseau ou à un autre, il est toujours possible d'envoyer des mots de passe ou de flasher avec ses mains, par exemple, ou avec l'attitude corporelle, enfin le langage corporel, de flasher des messages qui sont destinés exclusivement à un groupe de pouvoir donné. Il faudra que vous m'appreniez à flasher, monsieur K. Ouais, ça me fait penser, donc cette petite réflexion sur les réseaux me fait penser à Alain Soral qui avait fait le parallèle avec tout ce que veut bien nous faire gober le cinéma américain, Hollywood en particulier, sur le héros seul, qui réussit à triompher de tout, alors qu'au final, dans la réalité, on triomphe de tout. Avec le réseau. Aucune aventure politique et aucune aventure de pouvoir ne peut se faire seule. Ne peut se faire seule. C'est une aberration, c'est une absurdité. C'est vrai que c'est un mythe dans lequel on entretient la population par le biais de la fiction. Ce sont des fictions qui ont des fonctions incapacitantes, très nettement. On est dans la matrice. Très, très nettement. Le pouvoir est une chose collective. D'ailleurs, les sociétés secrètes les gens sont peu nombreux dans les sociétés secrètes ou discrètes. Plus elles sont
moins elles sont secrètes, plus elles comptent de membres. Mais la maçonnerie en est d'ailleurs le premier exemple. Il y a beaucoup de francs-maçons, ce qui prouve d'ailleurs l'inanité de la plupart de ces initiatives. Mais dans la maçonnerie elle-même n'est qu'une façade pour des sociétés secrètes plus profondes, qui la face émergée comme des parasites dans le corps de la maçonnerie, si vous voulez. Donc les sociétés secrètes sont peu nombreuses, mais elles ont besoin d'idiots utiles, elles ont besoin de masse de manœuvres, et la maçonnerie fonctionne typiquement comme un foyer de recrutement pour les sociétés secrètes plus élevées, et comme une masse d'idiots utiles qui ne sont là que par ambition, orgueil, pour faire des cachotteries à leurs femmes, pour faire des affaires, voilà, pour camoufler leur turpitude et pour pouvoir trouver des titres ronflants du genre prince du Liban et d'Orient et de l'Occident, chevalier Kadosh et toutes ces conneries. Je connais les chevaliers du Zodiaque, mais bon. Oui, très intéressant. D'ailleurs, plus il y a de gens, moins il y a de pouvoir. Hein, il y a de gens de pouvoir. C'est une pyramide. C'est-à-dire que il y a des échelons. Pardon, il y a des chemins, il y a des sociétés secrètes dans lesquelles on peut rentrer et accéder immédiatement au sommet de la pyramide. Enfin, au sommet, on se hisser très haut dans la pyramide. Il y a des sociétés secrètes qui n'ont pour fonction, ou discrètes ou même des sociétés, des clubs, les partis politiques par exemple, fonctionnent typiquement comme des cryptocraties, hein, ce sont des cryptocraties. C'est-à-dire que la hiérarchie des partis a exactement les mêmes idées, les mêmes intérêts, les mêmes connivences. Ils ont souvent les mêmes opinions. Ils sont parfois même cousins, voire fils d'eux, frères d'eux, etc. dans des partis différents. L'idée, c'est diviser pour mieux régner. Donc, les partis politiques sont une structure de pouvoir qui s'insère dans la pyramide, mais qui est à un niveau assez bas de la pyramide. Vous trouverez plus haut d'autres sociétés qui elles-mêmes consolident la structure des partis et les chapeautent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous trouvez à l'intérieur de chacun des échelons des conflits entre des organisations concurrentes à un échelon donné, mais qui sont totalement insignifiants à l'échelon du dessus. Parce que, justement, il y a une consolidation des échelons inférieurs dans les échelons supérieurs, et les problématiques sont des problématiques différentes lorsque l'on change d'échelon. Voilà. Donc ça c'est typiquement la manière dont fonctionne la maçonnerie à l'égard des partis politiques. Mais plus profondément, pour revenir un peu dans des temps plus anciens, le petit nombre n'interdisait pas pour autant un très grand pouvoir. On peut dire que ces sociétés ont un pouvoir considérable par le biais de l'influence. C'est-à-dire qu'elles produisent des idées nouvelles et elles les infusent progressivement dans la société par le biais de relais et de caisses de résonance. Par exemple, les idées de la Révolution française se sont très largement diffusées dans la société française par le biais des clubs littéraires d'abord, puis des clubs politiques, puis des cafés, qui étaient des loges blanches, c'est-à-dire des loges, c'était des sortes de loges, mais ouvertes à tous, comme les clubs. La Révolution française s'est faite dans les cafés de Paris. Hein. Exactement. Et les cafés, en fait, étaient des caisses de résonance. Aujourd'hui, on appellerait ça des réseaux sociaux. Mais le résultat est le même. Très intéressant. La presse est une caisse de résonance qui, lorsque l'on creuse, on trouve toujours, appartient toujours à des réseaux particuliers. Et il y a des médias qui, eux, n'ont qu'une seule fonction, qui est une fonction provocatrice. Je pense à un journal comme le Canard enchaîné, par exemple. Le Canard enchaîné a une seule fonction, qui est d'être le déversoir des dénonciations réciproques des membres de l'oligarchie. Lorsqu'on veut se débarrasser de quelqu'un, on le balance au Canard enchaîné. Toute une partie de la presse d'extrême droite ou d'extrême gauche sont des assets, sont des commodités aux mains de tel ou tel clan qui s'en sert pour structurer des mouvements d'opinion minoritaires qui donc n'accéderont jamais au pouvoir, mais qui ont pour fonction de déglinguer telle ou telle personnalité dans l'opinion. On est dans le meilleur des mondes ou dans 1984 On est dans le meilleur des mondes et dans 1984. Ouais. Les extrêmes, c'est Goldstein, c'est des ennemis en carton-pâte. C'est la rébellion organisée par le système, quoi.
Oui, Totalement. oui, c'est très intéressant. On parlait de cousinage juste avant. J'avais noté ce mot, le cousinage. Concrètement, oui, des familles règnent sur certains réseaux. On peut aborder les Rothschild ou les Rockefeller, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Pour prendre l'exemple français, bien sûr que les gens qui ont échappé aux événements tragiques de la Révolution, et des différentes révolutions, des différents changements de pouvoir, de constitution, etc., etc. Les gens qui ont réussi à se maintenir ont cherché, en toute occasion, enfin à chaque époque, à trouver des moyens de consolider leur mainmise financière et politique sur les masses à qui on avait vendu un système politique apparemment démocratique au sens de la participation des masses à la décision politique. Mais il n'en est rien, en fait, parce que les institutions ont été pensées de manière à ce qu'elles soient dépendantes du pouvoir de l'argent. C'est l'or qui choisit les gouvernants, et aussi l'opinion, le règne de l'opinion. Or, l'opinion se forge par le biais de l'opinion publique, c'est-à-dire principalement par les médias. Tenir les médias, c'est forger l'opinion publique. Il y a des familles concurrentes, il y a des réseaux concurrents, elles ont des tendances, des affections concurrentes. Une telle est de droite, une telle est plutôt de gauche, d'accord. Mais tout cela est un système extrêmement élaboré, c'est pas du tout pour parler de complot, hein. Mais disons qu'il y a des lieux de consolidation, il y a des véritables oppositions, de véritables batailles politiques, de véritables même bagarres, il y a parfois même des morts dans toutes ces luttes. Mais ces luttes restent marginales à l'égard de la préoccupation principale de l'oligarchie qui est de se maintenir. Elle veut bien, à un moment donné, sacrifier tel ou tel membre de l'oligarchie. Elle veut bien se séparer de tel ou tel membre de l'oligarchie qui a un comportement trop scandaleux. Et DSK. Par exemple, qui finit par déborder alors même qu'elle l'a protégé jusqu'au bout. Elle veut bien, à un moment donné, quand ce n'est plus tenable, ce n'est plus tenable. L'idée, c'est quand même de préserver le système. Mais, à aucun moment, la mainmise des grandes familles qui possèdent ce pays n'est remise en question. On parlait jadis des 200 familles, on a parlé aussi beaucoup du comité des forges. On les regretterait presque quand on voit ce qui est devenu le patronat français. Mais à l'époque, c'était un pouvoir occulte en réalité, puisque ces familles siégeaient au board de la Banque de France, devant laquelle tous les gouvernements français de droite ou de gauche avaient obligation de passer avant leur constitution pour pouvoir avoir l'aval du président de la Banque de France, qui lui-même représentait les intérêts financiers, et on sait bien que l'argent n'a pas de patrie, l'argent n'a pas d'idée politique. Ah, l'argent est nomade par excellence. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que pouvoir égale or, enfin, pouvoir égale argent? Oui, l'argent est un moyen du pouvoir, mais plus profondément, le pouvoir réside dans la connaissance, dans le secret de connaissance, dans le maintien, dans l'ombre de certaines connaissances qui permettent la perpétuation du pouvoir. On a parlé tout à l'heure de sociétés secrètes anciennes, des cultes à mystère, des artificiers, de la gnose, des rose-croix, de la maçonnerie. Mais en France, il y a une structure de l'oligarchie qui est une structure secrète, qui s'appelle la synarchie, dont les auteurs récents comme Olivier Dard ont essayé totalement de démontrer l'inanité, l'inexistence. Bon, moi je suis un chercheur acharné, j'ai passé plusieurs années à enquêter sur la question de la synarchie, et j'ai trouvé des choses, comme par exemple le fait que la synarchie, qui est la branche française, je dirais la branche française, oui, de l'élite mondiale, si vous voulez, le chapitre français de l'élite mondiale, la synarchie existe bel et bien, elle est structurée autour de petites organisations à l'origine qui étaient saint-simoniennes, et qui a donné lieu à diverses expériences assez humbles dans leur nombre ou dans leur portée apparente, mais qui ont quand même un certain poids en France. Comme par exemple, les Saint-Simoniens ont été à l'origine du Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle LCL, mais qui était une des premières banques françaises à ce moment-là. Hein. Ça explique beaucoup de choses. Elle était cette synarchie était très forte dans la région de Lyon. Elle a créé également la Lyonnaise des Eaux, qui a changé de nom également, qui s'appelle aujourd'hui Veolia, je crois, et qui a toujours mis ces sociétés religieuses, puisque les Saint-Simoniens voulaient un nouvel évangile. Les Saint-Simoniens étaient une secte socialiste chrétienne, très étrange, socialiste utopique, mais
elle a donné lieu à de très nombreuses expériences. Par exemple, ce sont les Saint-Simoniens aussi qui vont inspirer les grands travaux de Eiffel et de Lesseps, Ferdinand de Lesseps. C'est-à-dire que les canaux de Panama et de Suez vont être initiés par des Saint-Simoniens. Ça donnera d'ailleurs lieu au premier scandale financier de cette ampleur qui a été le scandale de Panama. Oui. Puis le scandale du Crédit Lyonnais, justement. Absolument. Et ils vont également être les premiers à mettre en place la première ligne de train en France. Ils vont être derrière la constitution de la SNCF. Ils vont être en fait l'origine de ce qu'on appellera plus tard les technocrates, les Saint-Simoniens. Hein. Ils seront aussi, le Crédit Lyonnais va financer l'envoi de la première délégation française à la première internationale socialiste à Londres. Intéressant pour des capitalistes et pour des technocrates. Ils vont également être à l'origine d'une partie de la conquête de l'Algérie. Hein, ils vont vouloir faire de l'Algérie une sorte de laboratoire de leurs expériences sociales. On en parlera en fin d'émission. En fait, ce sont des ingénieurs sociaux. Les Saint-Simoniens, en fait, étaient dès l'origine dans la tuyauterie, dans la conception des tuyauteries, c'est-à-dire dans le solvay de l'alchimie. C'est-à-dire, leur idée, c'était créer les réseaux, d'abord territoriaux, les trains, la Lyonnaise des Eaux, etc. Et ils sont encore là-dedans. La synarchie, les Saint-Simoniens, ce sera également l'ENA. Hein, pour les auditeurs les plus lettrés, ils se souviendront de Saint-Yves d'Alvèdre, l'archéomètre, qui était un instrument occultiste très puissant pour qui sait s'en servir. L'archéomètre, Saint-Yves d'Alvèdre, on trouve ça dans Guénon, hein, les louanges à Saint-Yves d'Alvèdre, encore qu'il y a des passages critiques. Saint-Yves d'Alvèdre va être à l'origine de ce qu'on appellera plus tard le mouvement synarchique d'Empire. Les synarques se retrouveront aussi au gouvernement de la Banque Worms. La Banque Worms qui sera le principal pourvoyeur de cadres du régime de Vichy, du gouvernement d'Arlan. Et qui, à ce moment-là, il y aura toute une polémique justement sur le retour de la synarchie, etc. Jusqu'à l'arrivée de De Gaulle, on parle de synarchie, on dit que la synarchie revient dans les bagages de De Gaulle, et qui trouve-t-on autour de De Gaulle? On trouve des gens comme Jean Monnet, qui sont des hommes de la banque, qui sont des technocrates, qui sont des agents américains également, et qui, avec des gens comme Pompidou, sont liés à la banque Rothschild. Voilà. Oui, on voit tout ça, toutes ces choses-là, c'est pour qui veut bien chercher. C'est des choses très étonnantes. Pour qui veut bien s'y pencher, par exemple, on trouve aussi des gens aussi étonnants que Benoît Méchain, qui fera partie de l'équipe à Vichy de ce qu'on appellera les cyclistes, et qui était un collaborationniste forcené, puisqu'il était président, je crois, de l'association d'amitié France-Allemagne dans les années 30, et qu'il dira, face à la défaite, il n'y a que deux attitudes possibles, soit de vivre à genoux, soit de se relever et d'accepter de serrer loyalement la main de l'occupant et de faire l'Europe de demain. Voilà, et c'est le choix qu'il fera lui, ce qu'il conduira d'ailleurs devant les tribunaux après-guerre pour fait de collaboration. Donc, on voit que ce sont des milieux qui étaient à la fois dans l'élite d'avant-guerre, donc très anti-germanique, très anti-hitlérienne, très mouillés dans tous les milieux de la résistance vichisto-résistante. On va les retrouver autour de De Gaulle également, et on les trouve aussi dans le Paris et dans le Vichy collaborationniste. D'accord, donc en fait, ce sont des gens qui ne perdent jamais. Ce sont des gens qui envoient des gens du monde dans tous les réseaux de manière à garantir leur pérennité. Et le monsieur. Oui, c'est d'être de tous les côtés, quoi, en fait. Exactement. Ils ne peuvent pas perdre. Le vieux monsieur là qui fondera plus tard le siècle. On peut retrouver ça rapidement sur Internet. Ça se trouve très aisément. Son nom m'échappe actuellement. Était mouillé dans une publication collaborationniste pendant la guerre, proche du RNP de DA, et fondera le siècle et réussira en fait par le biais du siècle à se refaire une virginité, puisque l'objectif du siècle depuis les origines, c'est sauver les élites françaises de l'épuration. Vous les faire perdurer. On excluait les communistes, mais tous les gaullistes, les anciens vichistes, les collaborationnistes de Paris, de droite, de gauche, etc. Tout le monde était le bienvenu à condition de remplir certains critères conformes aux vœux de l'oligarchie. En fait, le siècle est le visage apparent de la synarchie en France. Et l'ENA est l'école dans laquelle la synarchie et l'oligarchie française envoient ses enfants pour perpétuer son pouvoir sur les masses laborieuses.
Voilà. Tout cela existe, tout cela est documenté pour qui sait chercher. Chercher du côté des Saint-Simoniens, du côté de la synarchie, qui est d'une certaine manière la subversion en col blanc. Alors, on pourra poser la question, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je dirais que la solution réside là encore dans l'autonomie. Il n'y a pas dans l'autonomie et également dans les communautés. Je m'explique. Il ne faut pas croire qu'il y a un complot au sens du complotisme tel que le promeut les conspirationnistes un peu de tout poil. Il faut comprendre qu'il y a à cela des logiques qui sont conformes à la nature humaine. Chacun conspire à ses propres intérêts. Il y a des milliers de complots, si vous voulez, mais qui se consolident à un moment donné dans des logiques de réseau. Hein. Pour s'entraider, il faut appartenir à un réseau. Les réseaux eux-mêmes ne voient pas il n'y a pas d'agenda caché. La plupart des agendas sont connus, pas des gens, pas de la masse qui n'existe, qui n'est pas un concept. Le peuple ne peut pas connaître l'agenda, puisque le peuple est inorganisé et il n'a pas de tête. Pour connaître une chose, il faut qu'une tête la connaisse, s'en souvienne et se comporte en conséquence. Or, le peuple est inorganisé. Il n'est pas en ses états, comme on disait dans l'Ancien Régime. Il n'est pas constitué. Il n'a pas d'élite. Il n'y a plus d'élites populaires qui peuvent éclairer le peuple sur ses intérêts, sur la conformité de ses intérêts, sur les stratégies à mettre en œuvre, sur les ennemis à désigner et les alliés à rechercher. Le peuple étant inorganisé par définition, il ne peut pas se souvenir, il ne peut pas connaître, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas connaître l'agenda. L'agenda est connu des seuls chercheurs qui n'ont pas trouvé ça dans une photocopieuse, un document oublié dans une photocopieuse avec l'agenda de telle ou telle organisation secrète. Non. C'est juste que la structure de la société est ainsi faite qu'il y a une nécessité de la hiérarchie sociale et, partant, du petit nombre de gouvernants. Et c'est cette structure hiérarchique qui dicte la nécessité de constituer des contre-hiérarchies émancipatrices, des réseaux de solidarité véritable, de solidarité aristocratique et populaire, pour lutter contre des organisations, des réseaux, des intérêts qui ne sont pas conformes aux intérêts du plus grand nombre, ni des plus humbles, ni de notre nation, mais il faut justement mettre le peuple en ses états. Et pour ça, il faut faire émerger une véritable élite populaire qui éclaire le peuple, le guide. Mais pour ça, il va falloir rompre avec tout le folklore et les comportements suicidaires et morbides de tout un tas d'organisations pseudo-résistantes, pseudo-révolutionnaires et pseudo-patriotiques. Il va falloir commencer à se donner les moyens de nos ambitions et rompre avec tout cela et proposer une véritable offre politique alternative au peuple de France et d'Europe. Donc ta thèse, je la résume, hein, donc le peuple ne peut pas s'organiser parce qu'il est de nature même ignorant. Sa forme même lui interdit justement de pouvoir se diriger lui-même. Donc il ne peut être gouverné que par une élite éclairée, c'est bien ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que la démocratie est une fiction, c'est une impossibilité, c'est un mensonge qui en fait n'a fait qu'une chose, c'est diviser les gens. Chacun ayant sa propre opinion, c'est l'opinion de chacun contre celle de son voisin. C'est divisé pour mieux régner. C'est divisé pour mieux régner. Et l'oligarchie, elle, est très divisée également. C'est un royaume divisé contre lui-même, comme dit l'Écriture. Mais elle est divisée jusqu'à un certain point. C'est pour sa survie lui dicte de consolider ses agendas. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de complot, mais des convergences d'intérêts très profonds. C'est des logiques sociologiques, en fait, qui sont à l'œuvre. Les logiques d'intérêt, le pouvoir pour le pouvoir. Voilà, et la c'est perpétuation à tout prix du pouvoir qu'il y a secret, et c'est parce qu'il y a secret que le pouvoir se maintient. Par exemple, pour rentrer dans les grandes écoles, il y a certaines filières. Les ouvriers ignorent comment on fait un énarque, comment on fait un normalien, comment on fait un diplomate, comment on fait un pianiste un pianiste international, parce que ce sont des savoirs de sélection des élites qui sont aux mains de certaines catégories seulement de la population, en plus du pouvoir monétaire qui est aussi la condition très souvent de ce genre de projet. Donc l'argent et la connaissance de l'élévation sociale étant aux mains de quelques-uns, ils ne les communiquent évidemment pas à leurs employés
ni à leurs femmes de ménage sans papier. Donc, comme ce savoir reste entre les mains d'une élite, le renouvellement des élites est rendu impossible. L'ascenseur social n'est pas bloqué. Il n'existe pas. Est-ce que ce serait pas ça justement le problème de notre société en 2012, c'est qu'il n'y a plus de renouvellement des élites, et ces élites qui sont plus ou moins dans des mêmes familles sont pas forcément les plus à même à devenir des hommes d'exception, puisque oui, mais ce qui est très encourageant, c'est que l'élite elle-même commence à manger la merde qu'elle vend à ses subordonnés, et qu'en fait le niveau moyen de l'élite baisse tendanciellement, et qu'il croisera à un moment donné le niveau qui s'élève des quelques-uns qui ont choisi de devenir une véritable contre-société, contre-élite. Le système aura besoin de débaucher des membres de la contre-élite pour pouvoir faire tourner la machine. Et là, il s'agira évidemment de faire un peu ce que recommande un auteur connu de nos auditeurs, c'est braquer le pilote. Et il faut commencer ces choses-là tout de suite. Il s'agit de connaître les codes et les affiliations de l'oligarchie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui pour pouvoir déjouer la sélection des élites. Ces gens-là fonctionnent véritablement comme des éleveurs de chevaux. Leurs enfants sont élevés comme dans des haras, ils se marient entre eux, ils sont protégés des expériences, pénibles que peuvent constituer par exemple l'agression multiethnique dans le métro, parce que ces gens-là ne prennent pas le métro, ils vivent aux bons endroits. Donc, pour pouvoir contester le pouvoir à cette élite qui en fait ne fonctionne que sur le mode de l'entre-soi, de la connivence et de la reproduction d'elle-même par le biais de la reproduction des codes élitaires, eh bien il va falloir se retrousser les manches et commencer à se mettre au boulot et à constituer des véritables contre-pouvoirs, constituer une contre-société, rompre avec la structure pyramidale de cette société fondée sur le secret et sur l'abus de pouvoir, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie, mais qui ne doit pas signifier militantisme autonome et tautonomie au sens où les totaux d'extrême gauche sont autonomes, c'est-à-dire forte tête, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait n'importe quoi. Non, l'autonomie c'est pas ça. L'autonomie c'est le fait de se donner à soi des règles et de ne pas recevoir les règles d'autres, et en particulier de l'État ni du marché. Mais l'autonomie ne veut pas dire l'irresponsabilité. Au contraire, c'est être responsable, être reconnu comme un cadre social, comme quelqu'un de confiance. Il faut que nous substituions notre légitimité à la leur, qui est fondée sur le mensonge, l'artifice et la peur. Et sur toute la fiction du pouvoir républicain. Ils ont conservé une partie de du faste des pouvoirs anciens. Et il faut rompre avec tout cela. Il faut refuser tout éloignement du pouvoir. Il faut refuser, par exemple, le schéma de l'Union européenne où le pouvoir s'éloignerait encore plus et partirait de Paris vers Bruxelles, ce qui est déjà très très largement le cas. Il faut savoir que 80% de nos lois sont décidées à Bruxelles par des technocrates qui n'ont jamais été élus ni nommés par personne d'entre nous. Il y a la logique du localisme, la démocratie directe, la démocratie également le mandat impératif, c'est-à-dire que nos représentants doivent pouvoir être révoqués à tout moment s'ils ne donnent pas satisfaction, s'ils ne mettent pas en place les mesures pour lesquelles on les a mis en place. Et ça, c'est ce qu'on peut intituler la démocratie organique. Oui. Locale. Moins il y a de pouvoir, moins il y a de corruption. Moins il y a de pouvoir, moins il y a de distance avec le pouvoir aussi, et moins il y a de hiérarchie sociale. Je veux dire la hiérarchie est une nécessité de la nature humaine. Toutes les sociétés sont hiérarchiques. Mais il ne faut pas accepter la stratification sociale. Il faut que les fortunes, par exemple, soient comparables. Il faut que les gens vivent de la même vie. Il faut faire accéder un maximum de Français à la propriété de leur outil de travail et de leur logement. Il faut faire des hommes libres. Et pour faire des hommes libres, il faut faire des propriétaires. Et voilà, écoutez, on va conclure sur ces bonnes paroles. Donc merci une fois de plus, Monsieur K. Et à tous les auditeurs et les auditrices, je vous dis à la prochaine émission. Salut à tous.